Salut salut, bienvenue pour un nouvel hebdo de lecture qui sera le deuxième avec les livres que j'ai lus pour le Cold Winter Challenge et qui sera un hebdo de lecture spécial Noël. Ouais, je sais, on est début février au moment où sort cette vidéo, mais je suis à la bourre, donc on va faire Noël en février. Je fais ce que je veux. Bref, on ne divague pas, on y va. Le premier, c'est Un appartement à New York de Jane Smiley. Et dans ce livre, tout le monde se fout de ma gueule, en fait. Dans le personnage, l'autrice et l'éditeur. Hein. Voilà, on va commencer avec l'éditeur. En fait, alors je sais pas si vous voyez bien, mais donc là, on a un fauteuil, on est genre à l'intérieur, on a une fenêtre et on voit la ville dehors, en fait. Et on a des espèces de taches blanches qui symbolisent, selon moi, la neige, tu vois. Donc, je l'avais gardé exprès pour le Cold Winter parce que je me suis dit, s'il neige et qu'on est à New York, ça veut dire qu'il fait froid. Ça veut dire qu'on est en décembre, tu vois. Enfin, c'est pas compliqué, tu vois. Et alors, soit l'autrice a carrément zappé de nous préciser qu'il faisait froid et qu'on était en décembre, soit les personnages sont totalement débiles et ne précisent même pas qu'ils ont froid, mais ça, en même temps, ça m'étonnerait même pas d'eux, soit l'éditeur se fout de ma gueule en fait. Hein. Voilà, bref, donc ça c'était mon petit coup de gueule qui m'a fortement gonflé. Pour l'histoire, on y suit Alice, oui c'est ça, Alice, qui est chargée d'aller arroser les plantes chez sa meilleure amie Suzanne pendant que celle-ci est partie dans une espèce de chalet, genre elle s'est isolée et tout, enfin bref. Et donc le livre, c'est la première scène, vraiment, je me suis dit waouh, ça démarre fort, tu vois. Donc elle va chez sa copine, elle arrose les plantes et elle trouve, enfin elle arrose les plantes, non, et du coup voilà. Et elle trouve le copain de sa meilleure amie et un ami à lui, donc deux jeunes hommes, en gros, qui sont aussi ses amis à elle, à Alice, c'est très compliqué ce que je dis. Hein. Bref, elle trouve deux de ses potes assis chez eux, donc dans les fauteuils. Bon, voilà, en gros, ils ont été tués par balle, et ils sont assis dans leur fauteuil, ils sont morts. Elle les découvre, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, quoi. On va enquêter, on va suivre le groupe d'amis, ils sont tristes et tout. Pas du tout. Ils continuent leur petite vie pépère, tranquille. Ils sont vaguement tristes, ils en parlent un peu, ils organisent vite fait l'enterrement. Mais alors, franchement, ça change rien à leur life, quoi. Deux de leurs potes sont morts, ça change rien à leur life. Alice, elle a trouvé les cadavres, elle a vu les cadavres, elle a senti les cadavres. Mais ça change pas grand chose à sa life, voilà, enfin bref. Elle prévient Suzanne, parce que bon, bah faut bien lui dire que son copain est mort, tu vois. On n'a pas vraiment d'enquête, hein, on n'a pas vraiment envie de savoir, enfin, les amis qu'on suit n'ont pas vraiment envie de savoir pourquoi leurs potes sont morts, hein, s'en foutent. Et au bout d'un moment, j'étais là, mais ça démarrait fort, mais en fait, les personnages sont tous relous, quoi. Alors en fait, on est dans une espèce d'ambiance de ils ont des secrets et blablabla, mais ils n'ont pas la réaction à laquelle tu t'attends quand un groupe de personnes, genre à la Friends, découvre que. Enfin, c'est comme si Rachel rentrait et trouvait Chandler et Joey morts dans leur appartement, tu vois. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Il y a personne qui enquête, il y a personne qui dit bah c'est bizarre, il y a personne qui est triste, et voilà. On s'en va les couilles, hein, voilà. J'étais là, mais what the fuck en fait. Donc au bout d'un moment, les personnages, enfin Suzanne et Alice m'ont tapé sur le système et j'ai arrêté. Hein. Voilà, 40 et quelques je crois. Après j'ai retiré le marque-page, donc je ne sais pas. Mais voilà, j'ai dû lire 48 ou 49 pages, ou plus, je sais plus franchement. Mais ça m'a gonflé. Vraiment, les personnages sont insignifiants. C'est comme s'ils n'avaient pas de cerveau, quoi. Comme si on suivait des marionnettes, quoi. J'ai pas compris. Donc j'ai pas lu. On enchaîne avec l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Du coup, je vous l'ai montré dans le bilan 2019 et je vous avais dit que je reparlerai en update lecture quand j'y serai arrivée. Et bien, on y est enfin arrivé. Donc, Histoire pour filles rebelles de Elena Favilli et Francesca Cavallo. C'est dur à dire. J'ai adoré ce livre, vraiment. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un livre avec des portraits de femmes. Je crois qu'il y en a 40, je ne sais même plus. Et en fait, voilà, là on a le récit de sa vie et là on a une illustration de la personne. Je ne sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà. Et donc on a comme ça plein de femmes. Alors on a des très connues. On va avoir par exemple Cléopâtre, j'avais perdu son nom. On va avoir Michelle Obama, on va avoir Rosa Parks. Alors on va avoir des grandes femmes comme ça, contemporaines ou non. Et on va avoir des femmes dont personnellement j'avais jamais entendu parler. Des femmes qui sont parfois plus jeunes que moi, voilà, des femmes qui ont vécu il y a très longtemps. On a des impératrices de Chine, on a des, voilà, on a plein de femmes qui ont vécu à plein d'époques différentes. On fait plein de choses différentes. Et en fait, ce livre a pour volonté de montrer que les femmes sont capables en fait, hein, et que les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Il n'est pas question de montrer ici qu'on est supérieur aux hommes, il est question de montrer aussi que les petites filles peuvent faire et rêver de ce qu'elles veulent en fait. Hein, voilà.
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais, Noël est passé, tout ça, mais si vous avez un anniversaire dans pas très longtemps et tout, il faut, selon moi, mettre ça entre toutes les mains à partir de, je sais pas, je dirais 7-8 ans. Et je dis bien toutes les mains, hein, filles et garçons. Je l'ai dit dans le précédent livre de lecture, mais c'est cool ce genre de livre qui montre aux filles qu'elles peuvent faire des choses et qu'elles peuvent y arriver et que les bâtons qu'on leur met dans les roues, c'est de la merde, et qui montre aux garçons qu'il faut arrêter de considérer que les filles sont nulles, hein, ou inférieures à eux. Voilà. Je voulais aussi préciser un truc parce que c'est un constat que j'avais déjà eu dans mes lectures et dans ce que j'avais appris et ce que j'ai fait en cours notamment. Et ce livre me l'a confirmé en fait, parce qu'on a plein de femmes qui ont vécu donc de 900 et quelques, parfois même avant Jésus-Christ, et je crois que la plus jeune est née en 1997, un truc comme ça. Donc voilà, on a un grand panel de femmes dans le temps. Et j'ai constaté avec ce livre que les femmes qui ont vécu, quand je dis vécu, c'est elles avaient entre 15 et 30 ans au XXe siècle, ça a été encore plus compliqué pour elles parce que avant le XXe siècle, on leur disait pas une bonne idée, t'es une femme et tout, franchement, c'est pas ta place, tu vois, mais on les laissait faire, on leur laissait l'opportunité de faire ce qu'elles voulaient faire et de montrer ce qu'elles voulaient montrer. Et si ça marchait pas, on leur disait bon, vas-y, casse-toi, c'est bon, ça marche pas. Et si ça marchait, on leur disait ok, d'accord, continue. Genre, Cléopâtre, elle a dit moi je suis pharaon. On l'a regardé genre, t'es une femme, hein, c'est pas... Mais bon, ok. On l'a laissé faire, on l'a laissé essayer, en fait, et comme on a vu que Cléopâtre y arrivait, on l'a laissé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à partir du XXe siècle, on a la volonté des hommes, principalement, de dire aux femmes, ne fais pas ça. Non, c'est pas une bonne idée. Non, t'es une femme. Non, tu vas pas y arriver. Non, c'est pas pour toi. Non, arrête ça. Vraiment, moi j'ai vu ça. C'est un truc que j'avais déjà pu constater avant, comme je l'ai dit, mais dans ce livre, c'est flagrant avec les dates et tout. Et j'ai une explication de pourquoi ils ont commencé à faire ça, parce qu'ils ont commencé à se rendre compte que les femmes étaient aussi capables qu'eux, et que ça leur a fait peur déjà, et qu'en plus, je pense que l'une des réflexions qui se sont faites, c'est attends, si une femme est capable de faire ce que je fais moi, ça veut dire que c'est pas si important et c'est pas si difficile ce que je fais. Vous voyez, ça a amoindri ce qu'ils faisaient, alors que pas du tout en fait. Hein. C'est pas parce qu'une femme le fait que c'est pas difficile, c'est juste parce que c'est possible, en fait. Elle peut le faire. Voilà. Donc voilà, c'est un constat que j'ai eu et vraiment je trouve ça je trouve ça horrible de me dire que les femmes qui ont vécu en 1700 et quelques et en 1800 et quelques, oui, c'était pas dans les mœurs de faire, de devenir genre pirate, tu vois, mais elles pouvaient le faire. Il y avait rien qui réellement les empêchait et allait les attaquer si elles le faisaient, alors qu'à partir du XXe siècle, on sent la pression sociale se mettre en place et on sent qu'il y a des choses qui sont interdites aux femmes. Et je trouve ça dommage, vraiment. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, j'ai adoré ce livre. Si je me trompe pas, il y a un tome 2 que je vais m'acheter, ça c'est sûr et certain. Et je le dis et je le répète, vraiment, pour moi, c'est un livre à faire lire aux plus jeunes. On enchaîne avec un autre échec, mais celui-ci, je l'ai terminé. Donc c'est pas de Noël cette année de John Grisham. On va y suivre un couple d'une cinquantaine d'années, je dirais, qui s'appelle Luther et Nora. Le livre démarre tout début décembre et ils amènent leur fille à l'aéroport. Elle a fini ses études, donc elle va avoir genre, je sais pas, je dirais 18-19 ans. Et elle décide de partir au Pérou pour 1 an en voyage humanitaire. Et donc voilà, il la dépose début décembre et il lui dit au revoir et tout. Et quand il rentre chez eux, son mari, le lutteur, décide de pas fêter Noël cette année. Il dit à sa femme, on n'a pas notre fille, on va pas rentrer dans tout ce délire d'achat, de sapins, de décoration, de dindes, de trucs et tout. On fait pas Noël cette année. Bon, il la convainc vite fait, je sais pas parce qu'elle est pas très convaincue, mais bon, il décide de faire ça. Et en fait, on a les 3/4 du livre, c'est ce qu'il s'empêche de faire. Et j'ai trouvé ça dommage en fait, parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ça va être un livre qui dédramatise Noël, qui dit que si tu n'as pas de sapin, si tu n'as pas envie de faire de dinde, si tu n'as pas envie de t'habiller, si tu n'as pas envie de te maquiller, si tu n'as pas envie de te coiffer, si tu n'es pas parfaite, si tu n'as pas la décoration de table absolument géniale, c'est pas grave en fait. Je pensais que ça allait être ça le message du livre, et c'est pas ça pour moi le message du livre. Pour moi, ce livre est là pour culpabiliser et rabaisser les gens qui ne veulent pas se conformer à la fête de Noël telle que la société l'entend aujourd'hui en fait, avec les décorations, les sapins, les trucs et tout. Et je trouve ça dommage, vraiment. Et en fait, les 3/4 du livre, c'est une succession de choses que les personnages s'empêchent de faire alors qu'ils en ont envie. Et je trouve ça dommage en fait. Enfin, rien ne t'oblige à acheter un sapin, mais si t'as envie d'acheter un putain de sapin et de le décorer, et ben vas-y, achète-le ton sapin et décore-le.
Enfin franchement, voilà, arrête de t'empêcher de faire ce qui te plaît, quoi. Pour moi, aujourd'hui, enfin, cette année en particulier, enfin l'année dernière, bref, vous avez compris, on était dans une démarche de consommer mieux, de moins consommer, de pas s'emballer dans des trucs mirobolants. Mais si t'avais pas envie d'emballer tes cadeaux avec du papier pas plastifié pour l'environnement, personne t'obligeait à le faire. Si ça te fait plaisir d'emballer tes cadeaux avec ton papier plastifié comme tu le fais chaque année, et ben fais-le, on s'en fout. Enfin, je veux dire, Noël, c'est avant tout là pour que tu fasses ce que tu veux faire, pour que ça te rende heureux, pour que ça te fasse plaisir, quoi. Et là, c'est pas le cas, en fait. Ils s'empêchent de faire ce qui les rendrait heureux et ce qui leur ferait plaisir. Et ça m'a gonflé, vraiment. Et puis alors la fin. Alors, je vais pas spoiler la fin, mais alors cette fin m'a vraiment gonflé, quoi. J'ai levé les yeux au ciel, je sais pas combien de fois, mais franchement, j'étais là, what the fuck, en fait. Enfin, pour moi, ce livre est tout ce que je déteste dans Noël, en fait. Hein. Voilà, la culpabilité, il faut faire ça, si tu fais pas ça, c'est pas bien, et ça va pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais ta gueule, en fait, on fait Noël comme on a envie, et vraiment, ce livre m'a gonflé. Hein. Voilà, je n'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai été au bout parce que je voulais quand même voir la fin, en fait. J'espérais qu'à la fin, on aurait un message et tout, pas du tout. En tout cas, pas le message que moi j'aurais aimé avoir et pas ce que moi j'essaye de faire avec Noël, avec ma petite personne, ma petite échelle, tu vois. Mais voilà, clairement, je suis dégoûtée. C'est dommage hein, parce que John Grisham est un grand auteur, mais je suis pas sûre du coup de lire autre chose de lui. Hein. Et on finit avec un tout petit livre, donc c'est J'ai tué le Père Noël de Anthony McGowan et Chris Riddle. Je suppose qu'il y en a un qui est l'auteur et l'autre l'illustrateur, mais je ne sais pas qui est qui, je suis désolée. Donc c'est un tout petit livre illustré, avec des belles illustrations, franchement il n'y a pas beaucoup de texte et tout. C'est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, parce que je me fais une petite folie, j'avais pris le calendrier de l'Avent et tout et tout. Donc voilà, quand il y en a deux que j'ai reçus comme ça et qui collent avec la période en fait, avec décembre et tout. Et je me suis dit si je les lis pas maintenant cette année, ils vont traîner un an dans la palle. Donc ce serait dommage. Donc du coup je les ai lus. C'est pour ça que vous l'avez jamais vu celui-là. On va y suivre Jojo. En fait c'est un petit garçon, il doit avoir, je sais pas, 6-7 ans, même pas. Mais en fait le soir du Noël, ses parents, enfin le soir du 24 je crois, ses parents se disputent. Et lui, il entend vaguement la dispute et il en arrive à la conclusion que s'il se dispute, c'est parce que lui, donc Jojo, a tué Noël, en fait, a tué le Père Noël et a tué Noël. Et donc il va essayer de trouver une solution à ça pour qu'on ait quand même un Noël. Tu vois. J'ai bien aimé, franchement j'ai passé un bon moment, c'est sympa, je pense que c'est le genre de livre en première lecture, c'est vraiment cool, ou même en lecture d'histoire pour des enfants qui ont 4-5 ans, tu vois, ça peut le faire, pour mes parents qui lisent, hein, d'accord, tu vois. Après, je me suis pas particulièrement éclatée, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, Noël c'est pas mon délire, hein, c'est pas du tout ma période préférée de l'année, c'est pas que je déteste Noël, c'est juste que c'est pas mon kiff, tu vois. Probablement que le même genre de petit livre sur Halloween, j'aurais dit c'est trop cool, c'est trop génial pour les enfants et tout. Là, mon engouement est un peu moins flagrant, tu vois, parce que c'est Noël. Mais ça reste un très bon livre, franchement, ça se lit très vite, évidemment, c'est écrit très gros, c'est très fun, tu passes un bon moment, même si c'est petit, même si c'est un court moment. Voilà. Donc, si comme moi, vous en avez jamais entendu parler, bah pour Noël prochain, ça peut être cool. J'ai l'impression que le lecture a été très court, mais bon, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié de dire ce que je voulais dire. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.